Alors justement, parce que vous avez un vrai narratif qui a embarqué tout le monde, parce qu'en fait, tout le monde a entendu parler de vous, tout le monde ne sait pas le pitcher, mais tout le monde a envie d'être actionnaire. Moi, je vois sur LinkedIn et sur Facebook les gens qui disent Hey, je suis actionnaire de Time for the Planet. Donc là, tu te dis, ah bon, tu as racheté des parts, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez une belle histoire, vous avez su le raconter. Est-ce que tu peux justement nous dire comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même un peu du marketing. Comment vous avez eu ce process en fait, d'embarquer les gens et nous raconter un petit peu comment ces idées sont arrivées. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, juste nous dire Time for the Planet, donc une urgence, mais aussi envie d'embarquer d'autres. La question, c'est celle de l'empowerment, c'est-à-dire finalement, si je veux agir, c'est juste au début prendre un petit peu le temps de se dire, si je veux agir, comment est-ce que je peux, en le moins d'énergie ou de ressources possible, avoir le plus grand effet possible. Finalement, si je prends un parallèle, bon, il est un peu ce qu'il est, mais si tu fais 10 000 manifestations dans la rue tous les jours pour faire changer une loi, mais que le mec qui appuie sur la signature pour changer la loi, il sait pas que tu manifestes, tu vas pas faire grand-chose. Alors que ça se trouve, juste 2 personnes qui campent devant chez lui et qui finissent par taper un apéro au bout d'un moment, arrivent à le convaincre. Et ça, c'est des petits hacks comme ça qu'il faut utiliser. Et donc dans le choix de Time for the Planet, on s'était dit, ok, nous on n'a pas de réseau, on n'a pas de thunes, on n'a pas de notoriété. Pour lutter contre un phénomène aussi gros que le dérèglement climatique, il faut un projet gigantesque. Il faut les projets locaux pour préparer la résilience, le monde de demain. Il faut pisser sous la douche aussi. Tout ça, c'est important. Mais nous, le truc, c'était de se dire, waouh, on voit pas où sont les acteurs qui essayent de bouger le truc à très très grande échelle. Je dis pas qu'ils n'existent pas, hein, je dis juste qu'on les connaît pas. Et donc de là, il y a eu ce pari de dire, bah, on va faire quelque chose donc non lucratif. On va utiliser la forme de société commerciale pour faire que les gens qui notamment, dont on aura besoin, ceux qui ont du pouvoir et de l'argent, ceux qu'on ne connaît pas à la base, parce que dans nos expériences entrepreneuriales avant, quand on était une association autonome financièrement, dans la tête de ces gens-là, on était forcément un truc mal géré. C'est pas vrai, beaucoup d'associations sont très bien gérées, il n'y a pas de problème. Mais du coup, plutôt que de perdre du temps, là encore, à leur expliquer si c'est bien géré, on a pris une forme qu'ils connaissent, comme ça déjà ils ne se posent pas cette question-là. Et ensuite, on a rajouté la non-lucrativité pour avoir le côté rassurant, à la fois pour les citoyens, pour le monde scientifique. Et le fait d'être actionnaire, donc copropriétaire de l'entreprise, et ben finalement, ça devient une sorte d'outil citoyen pour pouvoir agir à grande échelle. Là encore, il faut agir à toutes les échelles. La mission de Time, c'est celle-ci. Concrètement, l'impact que vous avez déjà depuis que vous avez été créé, qu'est-ce qui est déjà mesurable, qu'est-ce qui est déjà, j'ai envie de dire, sur lequel vous pouvez communiquer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une actu sur laquelle tu peux revenir? Alors, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on existe. Donc, quand je dis qu'on existe, c'est déjà, il faut effectivement montrer que tu existes pour attirer des bons projets, des bons porteurs de projets. Donc, aussi pour résumer ce qu'on l'a pas dit, ce que fait Time for the Planet, qu'on essaye de détecter des innovations. Je parle bien d'innovation et pas de technologie. Hein. Le niveau technologique, on s'en fiche. Mais une innovation, qu'elle soit technique ou une innovation de service, on va y aller à partir du moment où elle a un effet direct sur les gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'on puisse le mesurer. Donc ça, on doit les détecter et ensuite on doit contribuer à les diffuser, notamment en utilisant l'open source, c'est-à-dire en donnant le droit à n'importe qui de devenir nos propres concurrents. Parce que finalement, plus on est nombreux à installer des capteurs sur les cheminées d'usine, plus on va aller vite pour résoudre le problème. Et ce qui est rigolo, c'est que là aussi, c'est un hack, parce que si je te donne ce droit et que toi, tu veux juste acheter les 10 plus grosses villas du monde, c'est ton ambition, c'est ton rêve de ta vie et tu as le droit, et ben en fait, je m'en fous. À partir du moment où tu le fais aussi, tu vas contribuer à améliorer la situation pour l'ensemble de l'humanité. Ta motivation personnelle est différente de la mienne, mais on s'en cogne, ça a la même utilité. Donc l'open source, c'est ça peut permettre ça, et notamment aussi parce que tous les possesseurs de l'innovation vont avoir l'obligation d'apporter l'amélioration de l'innovation à tous les autres porteurs de l'innovation. Donc en fait, c'est un peu comme si on partageait la R&D de façon complètement décentralisée. Donc ça, c'est quelque chose qui nous donne espoir. Donc du coup, effectivement, notre mission, elle est là, ça vous l'avez identifié, mais du coup, la question ensuite, c'est comment on les trouve, comment on les filtre, parce qu'il peut y avoir plein de conneries, et comment on choisit d'investir ou pas dans celle-ci. Donc tout ça, il a fallu, au début, on n'en savait rien, et puis ensuite, ça s'est fait justement par des communautés qui sont arrivées, et on s'est dit, ok, on va faire une sorte de premier filtre de toutes les innovations qui nous remontent avec de l'intelligence collective, c'est-à-dire que vous tous et toutes, vous pouvez devenir évaluateur, c'est une formation qui prend 1 heure. Vous avez accès à toutes les innovations qu'on nous remonte et vous pouvez noter selon 6 critères.
je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez noter. Ça va faire ressortir les innovations qui ont le plus fort potentiel d'impact, celles qu'on va aller chercher. Et ensuite, on va avoir une deuxième phase avec un comité scientifique qui, lui, va activer un réseau d'experts et étudier la faisabilité technique, être sûr qu'il n'y a pas un margoulin qui nous a vendu un truc qui ne respecte pas, je sais pas, les lois de la thermodynamie. Et ensuite, on va aller vérifier la réalité économique si ça répond bien à un besoin. Et donc sur ces phases-là, ça, on a lancé ça en décembre dernier. On évalue tout ça par trimestre. Donc il y a eu 2 trimestres d'évaluation. Sur le premier trimestre, il y a 2 innovations qui sont arrivées tout en bout, c'est-à-dire en vote en assemblée générale. On nous autorise, nous, en tant que gérants, à investir plusieurs millions dedans, donc à créer ces entreprises. Sur le deuxième trimestre, on en a retenu 2. Et là, on arrive dans les phases où on va étudier le modèle économique sur septembre. Notre objectif, c'est 3 pour la fin d'année. Par contre, ce qui est important, c'est de préciser effectivement que ces filiales, elles vont avoir une autonomie, une indépendance économique, mais que ce qui va nous intéresser, nous, en tant que Time, c'est leur impact sur les gaz à effet de serre. Donc on va devoir mesurer, c'est pour ça que le critère de direct, il est important, mesurer ce que ça permet de capter ou d'éviter par rapport à une technologie qu'on essaierait de remplacer. Et donc là, on n'est pas encore en état de le mesurer parce qu'on est seulement en train de lancer ces entreprises. Mais c'est ça, effectivement, la mission. Et donc, juste avoir une grande histoire, ça permet de mobiliser des gens, mais il faut aussi l'exécution qui va avec et surtout la mesure de l'impact. Parce que sinon, en fait, tu peux vendre du vent à n'importe qui et t'es qu'un charlatan. Donc on en est d'accord à ces phases-là et c'est à nous de nous donner les moyens d'y arriver.